Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. Session spéciale pour ce podcast de Un pasteur vous répond. Je suis accompagné d'un très cher ami avec qui j'ai cheminé dans l'église de QC pendant de nombreuses années, Frédéric Marchal. Fred, bonjour. Bonjour Florent. Alors c'est super sympa d'avoir accepté de répondre à mes questions et j'aimerais que tu te présentes un peu pour que ceux qui nous écoutent mesurent l'intérêt de t'écouter pour l'ensemble du podcast. Très bien. Eh bien écoute, je vais essayer de faire court. Je me prénomme Frédéric. J'ai 62 ans aujourd'hui, les années ont passé. Engagé depuis 40 ans dans la foi, avec des responsabilités aujourd'hui dans l'église de Villeurbanne QC, où je suis membre du conseil pastoral. À titre professionnel, je suis directeur général adjoint du groupe Nexity, promoteur immobilier, avec en charge plusieurs structures sur le Grand Est de la France, on va dire, qui représente une grosse activité de 2000 logements par an, ce qui nous fait finalement une structure de 250 personnes à manager au quotidien. Donc le sujet du management est un sujet qui est une préoccupation quotidienne, parce qu'au fond, on sait bien que seul, on n'arrive à rien, et ce n'est que par la force du collectif qu'on parvient à renverser les montagnes. Wow. Alors en fait, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets de l'Église et j'ai toujours apprécié cette qualité humaine, spirituelle du management. J'ai beaucoup appris en discutant avec toi. On a beaucoup échangé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ce que j'aimerais que tu évoques un peu, c'est par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce qui caractérise selon toi un bon leadership ? Alors c'est une question difficile et je ne suis pas un théoricien du leadership ni du management, je suis juste un praticien. C'est pour ça que ça m'intéresse. Ah bon. Alors ça va peut-être manquer de repères fondamentaux, mais ce que j'ai vérifié en fait, c'est que le bon leadership cultive l'ambition de mener deux objectifs de front et de ne renoncer à aucun des deux. Okay. Le premier objectif, c'est d'accomplir le but et l'objectif que l'on s'est fixé ensemble. Il y a une tâche à accomplir, il y a un objectif à atteindre. Ça, c'est finalement la première nécessité. Et il y a une deuxième nécessité, un deuxième objectif que je considère tout autant indispensable que le premier, c'est que celui qui collabore à ce résultat, y trouve son épanouissement, sa joie et une occasion de croissance. Et quand on arrive à marier ces deux objectifs ensemble, sans renoncer ni à l'un ni à l'autre, je crois qu'on devient petit à petit un bon leader. Oui, j'aime bien comment tu dis devenir petit à petit, parce que c'est pas inné, n'est-ce pas, de devenir un leader ? Je ne crois pas. Je pense profondément que ça s'apprend. Je ne pense pas que ce soit un don, même si on peut avoir quelques prédispositions, mais je pense profondément que ça s'apprend. Alors tu mentionnes deux axes, l'axe opérationnel de l'objectif à accomplir et l'axe relationnel. Alors ça fait écho pour moi en tant que pasteur, parce que très souvent dans l'Église, les gens ont soit critiqué le fait que l'Église était trop orientée sur un axe d'action, d'engagement, soit trop orienté ou pas suffisamment orienté sur un axe relationnel. Et j'entends finalement ces deux préoccupations. Alors ça me surprend de le retrouver dans l'entreprise. Ça me paraît indispensable de le considérer comme nécessaire dans l'entreprise, parce qu'au fond, on obtient le meilleur de nos équipiers et de nos collaborateurs que si on se soucie d'eux. Et le management qui ne se fixerait que l'objectif d'une tâche à accomplir, d'un but à atteindre et d'un objectif pour lequel il faut réaliser la mission qu'on s'est donnée, serait en fait un management bancal, parce que profondément, si le collaborateur concerné n'y trouve pas une occasion d'épanouissement, de croissance et de satisfaction personnelle, je pense que c'est une tâche qui est vaine et qui à court terme se révèle infructueuse. Wow. Là aussi, il y a des correspondances avec la vie de l'Église, parce que le fait de prendre soin des gens, c'est quand même une préoccupation de l'Église. Alors, ma question, comment tu fais lorsque tu es face à des gens dont les attentes sont exagérées, sont constantes, sont disproportionnées à la capacité du leader de répondre à ces attentes ? Alors, c'est toujours un sujet difficile, parce qu'il y a des collaborateurs qui ont de tels potentiels que ce sont des gens impatients.
hommes ou femmes, qui considèrent qu'ils ont tout appris, ils n'ont plus rien à apprendre, et qu'ils demandent au quotidien qu'on leur confie plus de responsabilités parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre et qu'ils ont envie d'aller vite. La vraie difficulté, c'est effectivement de leur faire comprendre qu'on est dans un chemin dans lequel chaque jour est une occasion d'apprendre, et sans que ce soit le fruit d'un calcul attentif, je veille à ce que parfois ils se rendent compte qu'il y a des objectifs qui sont au-delà de leur propre capacité, pour qu'ils réalisent qu'ils ont besoin du collectif pour finalement faire le pas de plus, et que tout seul ils n'y arriveront pas. Donc c'est chaque fois des études de cas, des situations particulières sur lesquelles on est toujours un peu à la limite de ce qu'est la possibilité de faire d'un collaborateur et de la capacité qu'on peut avoir à être à ses côtés pour qu'ils passent le cap et qu'ils se disent c'était faisable. Oui. Alors, quand parfois on est confronté à ces attentes trop exagérées, tu fais quoi? Tu mets un frein, tu l'expliques, tu fais percevoir la personne? Alors, j'essaie de vivre au quotidien cet enseignement biblique qui nous dit que l'amour se réjouit avec la vérité. C'est-à-dire qu'au fond, il est utile de faire entendre un collaborateur au bon moment, avec les bons mots, dans les situations adaptées, que finalement, il a des aspirations qui sont peut-être excessives et qu'il y a des occasions dans lesquelles il n'a pas été au rendez-vous, que j'attendais plus de lui à ce moment-là et qu'il n'a pas été en situation de répondre à la mesure de ce qui était le défi que je lui avais confié, de manière à ce qu'il réalise que finalement, il a satisfait certains objectifs, mais pas tous, qui peut lui faire comprendre qu'il a encore des choses à apprendre et que la croissance qu'il est en train de connaître, elle est juste normale. Oui. C'est dur d'avoir des conversations difficiles sur ces thématiques-là, quand il faut reprendre, confronter. C'est une réalité universelle. Comment tu le vis en tant que patron? Et je cherche le temps, je cherche le bon moment. En fait, il faut être très attentif au moment et à l'instant. J'évite le côté « je voudrais vous voir demain à 9h » pour finalement susciter cet échange en marge d'un problème qu'on a évoqué ensemble, autour d'un café, à un moment où je me dis que l'ouverture est là, propre à permettre de faire passer un message pour lequel je suis à peu près convaincu que ça tombera sur un bon terreau. Wow, il y a vraiment une réflexion relationnelle. Pour toi, le relationnel est important dans le leadership. Il est vital parce que ce ne sont que des relations de personnes. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ça ressemble à quoi un bon leader? Ça ressemble à quelqu'un qui a fait le deuil de sa propre perfection. Ça ressemble à quelqu'un qui accepte... C'est presque une définition d'un chrétien, ça. Ça ressemble à quelqu'un qui est en marche et qui se dit que la réussite n'est que dans le collectif. Ok. C'est le point absolu pour toi? Je crois qu'il est indispensable de mesurer que l'autre va m'apporter ce que sont mes manques. Et ça a été une leçon difficile à apprendre dans ma vie professionnelle, parce que pendant des années, on se croit capable d'avoir gagné l'expérience propre à franchir toutes les barrières et à dépasser tous les problèmes. Et puis, l'expérience de la vie nous apprend que, curieusement, ceux avec qui je travaille ont la capacité, ont des ressources, ont des solutions auxquelles je n'avais pas pensé, et que finalement, ils vont venir pallier ce que sont mes propres manques. Et c'est comme ça que je me suis laissé convaincre que la richesse était dans le collectif, plus que dans la conviction de faire passer mes idées. C'est assez fort parce que ça valorise énormément les collaborateurs quand je t'entends parler comme ça. Ça les valorise parce qu'au fond, ils savent que ce que je dis d'eux est vrai. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un qu'on a réussi à tel objectif grâce à lui ou parce qu'il a eu l'idée que personne d'autre n'a eu, je suis sincère dans le fait que, franchement, la solution, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est eux. Alors, quand tu parles d'objectifs, est-ce que c'est toi, en tant que leader, qui les mets devant les équipes? Comment tu gères la notion de performance, d'orientation des équipes, justement? Alors, en fait, la charge qui est la mienne professionnellement est, en fait, de réaliser du chiffre d'affaires, de réaliser des logements, de les vendre, et que la société gagne de l'argent, puisque c'est une activité qui doit être profitable pour être durable. Bien sûr. Donc, chacun, dans le métier qu'est le sien, a les idées assez claires sur les objectifs qui lui sont fixés, compte tenu de la fonction qu'il occupe. Aux techniciens de construire, aux commerciaux de vendre, aux développeurs fonciers de chercher des terrains. Tu vois, chacun a son métier, et chacun est au clair sur les objectifs qu'il a à fixer. À partir du moment où on est dans une situation où les objectifs ne sont pas réalisés, eh bien, on s'interroge, et je m'interroge avec eux, sur les raisons.
pour lesquels nous ne sommes pas parvenus à l'objectif que nous étions fixés. Et on essaie de décrypter ensemble les motifs de l'échec, parce que l'objectif est chiffré et on sait quand on l'a atteint ou quand on est passé à côté. Alors, la gestion de l'échec, ça fait partie du leader, enfin aussi de la charge du leader. Est-ce que l'échec est forcément quelque chose de rédhibitoire? Comment tu transformes un échec en quelque chose de positif? Alors, j'ai la particularité de vivre dans un métier où on est soumis en permanence à l'aléatoire. Okay. Je ne vis que dans l'aléatoire. On n'a jamais aucune certitude, parce que chaque projet immobilier est en fait une aventure, un prototype, avec des situations qui sont uniques et qu'on ne retrouvera jamais dans une situation analogue. Et donc, en fait, on est tout le temps à inventer des solutions particulières. Et du coup, comme on est à chaque fois à inventer des solutions particulières, eh bien, on ne réussit pas tout. Et que, quelque part, l'échec fait partie du jeu, parce qu'il est impossible de tout réussir. À partir de là, on en tire les enseignements en disant qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, est-ce que c'est encore rattrapable ou pas, parce qu'il y a des situations qui sont irrécupérables, et on essaye de se dire on n'a pas tout réussi, la prochaine fois on fera mieux. Oui, je pense en t'écoutant à tous les parallèles de la vie de l'Église avec son chemin, son cheminement, la complémentarité des uns et des autres, c'est vraiment fascinant. Je suis sûr que ceux qui écoutent le podcast pourront faire ce parallèle dans leur propre situation. Alors je t'ai posé la question de ce qu'était un bon leader. J'aimerais savoir, c'est peut-être aussi le pendant enfin, ça va être peut-être facile à répondre, mais c'est quoi un mauvais leader pour toi? Les mauvais leaders que j'ai connus étaient des gens qui n'étaient focus que sur l'objectif. Ok. Objectif, objectif, objectif. Et qui finalement considéraient que les collaborateurs dont ils avaient la charge n'étaient que des outils à leur service pour permettre, et leur permettre en particulier, de réaliser l'objectif qu'ils s'étaient fixé. C'est-à-dire que quand on considère l'autre comme un outil, je pense qu'on est un mauvais leader. Ok. Est-ce que tu vois l'autre possibilité que si la relation est seule visée, on a aussi un mauvais leader, ou bien c'est quelque chose... C'est vrai que dans ton monde, c'est probablement très visible vite et qu'ils sont évincés plus... Parce que les résultats doivent être quand même au rendez-vous. Exactement, exactement. C'est un peu le risque, effectivement, que le leader non affermi se concentre sur la relation et finalement néglige l'objectif qui est à atteindre. La sanction est extrêmement rapide parce que finalement, quand on ne se dépasse pas ou quand on n'est pas à se donner tous les moyens pour réussir, l'objectif n'étant pas atteint, la sanction tombe. Donc, ce n'est pas une voie qui est durable. En fait. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y a parmi ceux qui écouteront ce podcast des jeunes qui sont engagés dans le monde de l'entreprise, qui vont prendre des responsabilités au fil du temps. Peut-être ils écouteront pour en tirer profit pour leur propre carrière. Quels conseils tu leur donnerais pour leur propre cheminement? Qu'est-ce que tu dirais à une jeune cadre d'entreprise qui a l'ambition de pouvoir grandir dans son leadership, dans son rôle? Et quels seraient les principes d'excellence, au-delà de ceux que tu as mentionnés déjà? Quels conseils tu lui donnerais pour bien se lancer et bien lancer sa carrière? C'est une question difficile et je ne suis pas sûr d'être complet sur la réponse. Il y a une chose qui me paraît essentielle, vitale même, c'est une capacité à l'écoute attentive de ce que l'autre pense, croit juste, propose comme solution. Il est extrêmement important d'être dans le partage des idées de manière à ce que la richesse soit collective. Je crois profondément que la richesse est collective. Et au fond, ce qui guette un jeune manager débutant, je dirais, c'est le handicap de sa propre jeunesse qui lui fait penser que ce qui est bon, c'est ce qu'il pense. Et que finalement, l'objectif sera réalisé si on met les moyens qu'il juge, lui, bon d'utiliser. Okay. C'est très difficile d'apprendre que nous n'avons qu'une vision des choses, nous n'avons qu'une perception des choses et que les solutions sont souvent diverses. Et quand on est jeune, on a du mal à apprendre ça. En plus de ça, il y a une deuxième difficulté, c'est que quand on est jeune, on fixe non seulement l'objectif, mais on fixe aussi le chemin qu'il faut emprunter pour y réussir. Et c'est le deuxième piège, c'est-à-dire que il faut être focus sur l'objectif,
Mais la vraie difficulté, le vrai défi, c'est de laisser les collaborateurs que nous avons à côté de nous pouvoir user de ce que sont le chemin qu'ils trouveront, eux, pour atteindre cet objectif. Ouais, c'est ça. Et quand on est jeune, on est convaincu d'avoir raison. Et donc, on n'a pas envie de laisser emprunter un autre chemin que le sien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, autre question. Il arrive qu'un jeune soit dans ce qui est décrit, et c'est souvent balisé en ces termes, dans un leadership toxique, manipulateur, déstabilisant, humiliant. Enfin, je ne sais pas quelles peuvent être les caractéristiques d'un leadership toxique. Mais quand un jeune se trouve dans cet environnement, comment est-ce qu'il peut fonctionner? Alors, je sais que c'est pas une question que j'avais préparée d'avance, peut-être que tu n'as pas trop réfléchi à ça, et la question est vaste, bien entendu, et on n'est pas avec une réflexion de psychologie ici, mais c'est une réalité aussi qu'il y a des gens ambitieux qui écrasent ceux avec qui ils travaillent. Oui. Quel conseil tu donnerais? Je vais te faire une réponse qui va te surprendre, mon cher Florent. Mais parce que je l'ai vécu. Ok. Dans une situation où tu subis un management toxique, je pense profondément qu'au moment où c'est devenu trop lourd à porter, il faut partir. Ok. Je me souviens, on avait prié ensemble. Ouais. Il faut partir. Parce qu'il y a des montagnes qu'on ne renverse pas. Et qu'à un moment donné, la seule vraie solution, c'est la fuite. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Je ne l'aurais pas fait, j'aurais été en danger personnel. Ouais. Alors j'ai écouté le témoignage, ça m'a fait rire, de deux types qui sont des super soldats qui ont fait plusieurs guerres, des gens baraqués comme toi et moi, bien sûr, et qui disaient, qui répondent à la question « Que faire lorsque tu es dans une bagarre de bar ?» Et ils disaient « Faut fuir. » Moi, je fuirais. Et je voyais ces gars qui étaient des malabars. Et c'est vrai que peut-être on n'est pas des superman capables de tout redresser, de tout vivre. Donc, toi, tu recommanderais de partir? C'est pas une recommandation, mais il faut écouter ce que l'on est capable de supporter. Ouais. Quand on vit une situation où le management est destructif, où son propre sommeil est en question, où on est à aller au bureau à reculons parce que finalement la relation, c'est difficile, et elle va être douloureuse, et qu'il n'y a pas moyen de faire savoir à une hiérarchie plus élevée, à N+2, la situation que l'on vit. Je pense qu'à un moment donné, quand on a la sensation qu'on va être en danger, je pense vraiment que la fuite est une issue et une solution. Ouais. Peut-être que c'est aussi le moment, en tant qu'homme d'affaires, de chercher dans l'Église, pour ceux qui ont une marche spirituelle, un appui, un conseil, une prière, simplement une oreille aussi, ça peut être utile. Écoute, on va terminer avec une question sur, est-ce que tu as ton meilleur moment de leadership? Est-ce qu'il y a une situation que tu voudrais évoquer qui était juste magnifique? Alors, c'est difficile parce que les satisfactions sont nombreuses et fréquentes, et c'est des cadeaux que je reçois et dont je goûte le prix. J'ai envie de te faire deux propositions. Une proposition où j'ai été très récemment réjoui par un mot d'un collaborateur, et une expérience beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureuse. Ok, c'est parti, ça me va très bien. Alors, je vais te raconter la première histoire. J'avais en charge une équipe jusqu'au 31 décembre de cette année. Et pour des raisons de réorganisation, on m'a demandé de laisser cette équipe à un autre que moi. Et je prends une autre région de France dont je dois m'occuper à partir du 1er janvier. Et donc, ceux que je quitte en cette fin d'année, je leur ai fait un mot en leur disant le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux. Et le patron de cette structure m'a répondu par écrit. Il m'a dit merci pour ton petit mot. Je te renouvelle le plaisir que j'ai eu à travailler avec toi, ton accompagnement toujours bienveillant, sans calcul et intérêt personnel. J'ai apprécié des conseils, ton professionnalisme et les valeurs que tu portes, qui ne sont pas si courantes aujourd'hui. Tu l'as compris, c'est essentiel pour moi. Excellent. Ça a une semaine. C'est une médaille, ça. C'était un sucre qui a été plaisant. Ah, chouette, tant mieux, formidable. Et j'ai eu une expérience beaucoup plus difficile. Il se trouve que parfois, de manière très légère, j'évoque le fait que je suis engagé dans une église protestante à Villeurbanne et que j'ai des activités cultuelles. J'en fais absolument pas un sujet parce que le monde de l'entreprise ne permet pas d'en faire un lieu de témoignage. Mais peu ou prou, les gens savent que je suis engagé dans la foi. Et quelqu'un, il y a de cela 3-4 ans, a démissionné pour aller se vendre chez un concurrent. Il est parti. Et au dernier jour de sa présence, à la dernière heure, dans nos bureaux, avant qu'il quitte son ordinateur, avant qu'il
laisse son ordinateur et qu'il coupe sa session, il m'a envoyé un petit email juste avant de couper son ordinateur. Et cet email, je l'ai gardé. C'était très simplement un extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, qui dit « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ?» Waouh! J'ai jamais pu lui répondre. Bien sûr. Il n'y avait que cela. Ça m'a fait un mal terrible. Ah, j'imagine. Parce que je suis resté définitivement sans la moindre capacité à pouvoir dialoguer avec lui, qui, ayant envoyé cet email, a coupé son ordinateur et a quitté l'entreprise. Waouh! Ça, c'est du réalisme. Hein. Et ça me fait penser... Alors, je suis désolé que ça soit produit pour toi, parce que tu es mon ami, ça me fait de la peine. Mais il y a eu l'autre témoignage oui, aussi. Oui. Mais je dois dire, ça n'arrive jamais dans les églises. Ça n'arrive jamais qu'un pasteur ou un ancien soit critiqué, n'est-ce pas? Sûrement. Et donc, oui, ça fait partie du chemin que l'on doit tous vivre. Et je pense que le leader, quel qu'il soit, va porter une image qui sera plaisante pour certains et déplaisante pour d'autres. Je crois que ça fait partie du chemin. En tout cas, je te suis vraiment reconnaissant d'avoir pris ce temps. On va faire un autre podcast où on parlera cette fois-ci de ton chemin en tant que chef d'entreprise et en tant que disciple de Christ. Et je te remercie d'avoir accepté. Avec plaisir, Florent. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!